Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour, encore une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous donner quelques petites informations pour votre compréhension de certains événements, mais d'abord je vais commencer par ce qui a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux. Vous connaissez certainement ce personnage. Ce monsieur s'appelle Damien Rieu, il affiche très clairement ses positions politiques, plutôt patriote, plutôt conservateur, et met aussi en cause, très souvent, dans ses choix éditoriaux, dans ses positions, ou même dans ses tweets, une évidence de problématiques liées à l'immigration, plus particulièrement à l'immigration massive, et aussi aux problèmes que suscite le comportement de certaines personnes d'origine musulmane, pratiquantes, et qui sont des idiots utiles, ou parfois même très assumés, de faire un islam politique. Depuis quelque temps, Damien Rieu, qui je rappelle, était un jeune qui faisait partie des groupes identitaires, de ceux qui avaient fait des opérations pour fermer les frontières dans la montagne, et pour lequel il a été un procès, pour lequel il avait également eu un procès pour avoir investi la mosquée de je ne sais plus quel endroit. Finalement, pour certains procès, il a été relaxé, et qui finalement est entré en politique, s'est rapproché du Rassemblement national, et finalement... alors je crois qu'il était sur la liste contre Dupond-Moretti dans je ne sais plus quelle ville, et finalement pour l'élection présidentielle, il a fini par rejoindre Éric Zemmour de Reconquête. Donc voilà, c'est quelqu'un qui assume ses positions politiques, etc. Et évidemment, c'est aussi un personnage qui de temps en temps aime bien percuter aux grandes dames de tous les antifas, de tous les anti-extrême droite, etc., qui en ont fait un petit peu leur bête noire. Et depuis quelque temps, Damien Rieu publie sur Twitter des photos ou des vidéos de gens qui font leur prière sur l'espace public. Évidemment, soulevant des polémiques sur lesquelles des gens viennent s'incrémenter pour accuser Rieu de faire de l'islamophobie, alors que Rieu ne fait que simplement faire un constat que ces gens s'autorisent de faire ce qui, normalement, dans l'espace public est interdit. Ben oui, parce que, excusez-moi du peu, il y a une loi qui s'appelle la loi de 1905 de séparation de l'État et des Églises, et qui interdit qu'on officie, ou que fasse du prosélytisme, ou qu'on fasse même des prières dans l'espace public. Donc, en finalité, ces gens qui le font consciemment, ou qui le font parce que, un petit peu lavé du cerveau, font de la provocation. Et c'est dans ce cadre que un journaliste a envoyé par Twitter une photo à Damien Rieu d'un individu qui semble faire une prière dans une salle de tribunal. Et ce même journaliste a publié une vidéo peu de temps après, où en final on voit bien que c'est lui qui en réalité fait semblant de faire une prière, il s'approche de la caméra, il commence à dire que voilà, en fait il est journaliste, qu'il est blanc, qu'il est breton, qu'il s'appelle Cory Le Guen, catholique, etc. Et avec un grand sourire, il se dit, voilà, j'ai piégé Damien Rieu. Alors évidemment, ce genre de petite plaisanterie, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Tous les antifas, les petits soldats contre l'extrême droite, etc., ont commencé à pouffer de rire, limite commencé à jouir. Et de l'autre côté, des gens ont commencé un petit peu à fouiller un petit peu sur cette personne et ont mis en évidence quand même quelque chose d'assez, qui me paraît en effet tout à fait pertinent. Ce monsieur se prétend être journaliste. Mais pour piéger, et donc piéger une personne qu'il a forcément dans le nez, en tant que journaliste, c'est quand même finalement démontrer que je ne suis pas un journaliste objectif, mais un journaliste engagé, de piéger un individu qui dérange le politiquement correct de la gauche bien pensante et assimilée. Sauf que le problème, c'est que, en tant que journaliste, des gens ont commencé à dire « vous avez fait une fake news. Vous avez monté une fausse information que vous avez diffusée et envoyée à cette personne pour ensuite vous amuser de dire « vous voyez, cette personne... Mais le problème, c'est que ça ne retire pas le fait qu'il y a bien des gens qui font des prières dans des lieux publics.
c'est quoi le but de piéger Damien Rieu? Parce que Damien Rieu fait de la fake news? Damien Rieu fait de la fausse information? En fait, il n'a rien prouvé du tout. Il a juste fait un gag. Il s'est juste amusé à essayer de ridiculiser Damien Rieu. Sauf que le problème, c'est que très rapidement, ce monsieur, eh ben, il a été identifié. Il a été identifié comme étant, finalement, premièrement, un individu qui a des comportements très infantiles, alors qui est journaliste, alors il y a de quoi s'inquiéter quand même. Mais forcément, son acte a fait boule de neige sur les réseaux sociaux. On a même Ouest France qui a fait un article. Sauf que Ouest France, il fait un article sans jamais nommer le nom de ce journaliste. Et pour cause, puisque ce journaliste, qui s'appelle Cory Le Guen, je le répète, est un pigiste de Ouest France. Donc Ouest France, quand ils disent un journaliste indépendant, pourquoi vous ne donnez pas le nom? Puisqu'il travaille pour vous. Donc, vous voyez, ça a commencé à s'accumuler. Et on a trouvé, enfin des gens ont trouvé sur Internet, que finalement ce monsieur, en réalité, dans son comportement, comme je le dis, très infantile finalement, à l'image de ce que malheureusement aujourd'hui on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, et je dirais même des gens qui sont dans des positions, ou qui sont censés quand même avoir une certaine maturité, une certaine responsabilité, mais qui en réalité se comportent comme des ados, comme des gamins. Et bien en plus de ça, c'est un gros mytho. Gros mythomane, pourquoi? Tout simplement parce que sur Internet a commencé à circuler des informations, dont un article en archive, qui raconte l'histoire d'un individu qui aurait usurpé une identité, et qui plus est, pas n'importe lesquelles, qui apparemment se serait fait passer pour le cousin de Brigitte Macron, ou un neveu de Brigitte Macron. Il a été chopé, il est passé évidemment au tribunal, il a été condamné. Alors il a fait une période de prison, en 2018 je crois, et finalement ce monsieur, vu que la sauce a commencé un petit peu à monter sur Twitter, à la fois ces petits partisans un peu fragiles du haut, qui se comportent quasiment tous comme des gamins prépubères, certains d'ailleurs qui défendent parfois de façon violente, alors que c'est des gamins qui ont 2 poils au cul et qui se prennent pour des gorilles, ce monsieur a eu la mauvaise idée d'aller dans l'émission d'Hanouna, TPMP, pour essayer de débunker un petit peu la situation. Sauf que, au bout d'un moment, les chroniqueurs se rendent compte que le mec, il n'est pas bien dans ses baskets. Mais il fait l'illusion. Il essaie de démontrer, il essaie de dire, il essaie de raconter, il essaie de justifier. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il ne justifie rien. Il s'en mêle les crayons. Et d'ailleurs, même à un moment donné, Hanouna est un peu gêné de voir ce gamin en train de se dépêtrer pour essayer d'expliquer, de justifier, de sauver son honneur, alors qu'en réalité, on lui pose des questions, il ne répond pas aux questions. Il essaie de se donner une allure, où il essaie de se faire victimiser, parce que, étant sorti de prison pour se réinsérer, il est devenu journaliste. Donc vous rendez-vous compte, on essaie de se réinsérer, on essaie de devenir journaliste, mais même en essayant de se réinsérer, en devenant journaliste, on nous tire quand même dessus. Mais tu as fait ce qu'il fallait pour qu'on te tape dessus. Et là, c'est la preuve vivante de ce que malheureusement aujourd'hui on est confronté, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains milieux professionnels. C'est des gens qui n'ont jamais grandi, qui se comportent comme des adolescents, capricieux, qui se prennent pour on ne sait quoi, et que même quand on les met devant le fait accompli, qui trouvent toujours le moyen de s'excuser en faisant porter la responsabilité sur un autre. Bref, la démonstration la plus absolue de ce que l'on a généré depuis des années, c'est-à-dire des gens déresponsabilisés. C'est-à-dire que même quand ils se rendent compte qu'ils ont commis un fait qu'ils ont commis pour des raisons qui leur sont propres, des faits qui, allez, somme toute, ne mangent pas de pain,
sur lequel on peut rigoler, sur lequel on peut plaisanter. On se dit oui, allez, il a voulu s'amuser. Sauf que le problème, c'est quand on s'amuse, on assume. Or, ce mec n'assume pas du tout ce qu'il a fait. Ce qu'il assume, c'est qu'il a piégé Damien Rieu, et il en tire une gloire. Mais le problème, c'est que tu l'as fait... Alors, à un moment donné, il le dit, il dit oui, mais j'ai fait ça, mais pas en tant que journaliste. Hein? Excuse-moi, mais quand tu es sur les réseaux sociaux et que sur ton statut, il est écrit que tu es journaliste pigiste, et que tu publies ça sur Twitter, tu n'as pas précisé que tu publiais ça en dehors de ton activité professionnelle. Et quand on creuse un peu plus, on se rend compte que le monsieur, bah oui, il a ce comportement de gamin, il a ce comportement d'adolescent, il a ce comportement où il a été voyager dans le monde, à faire des photos, il a une collection de jump par exemple, c'est-à-dire qu'il se fait prendre en photo en sautant, etc. Ouais, le pur Instagrammeur, le pur TikToker, mais qui est journaliste. C'est-à-dire que là, il y a totale incompatibilité entre le caractère et la personnalité de l'individu et ce qu'il prétend être un journaliste. Donc cette affaire, évidemment, je pense qu'on va encore en entendre parler, parce que, en plus de ça, il y a une personne sur Twitter qui a raconté une anecdote concernant ce monsieur. Concernant ce monsieur qui, lorsqu'il faisait des études, a quasiment, oui, s'est inventé en fait un personnage, s'est inventé une histoire pour essayer parfois d'amadouer, pour essayer de séduire un certain nombre de personnes, pour essayer de générer de l'empathie à son égard et en tirer un profit. Sauf que malheureusement, il s'est fait repérer. Il participait à des conférences, sauf que la personne qui organisait les conférences, alors c'était une des conférences pour s'entraider sur le cadre de cours de droit, je crois, ou droit spécifique, etc. Sauf que la première fois où il est entré dans la réunion, la personne qui gère la réunion s'est rendu compte que le bonhomme, il n'était pas très clair, et qu'il a commencé en effet, raconter un petit peu n'importe quoi, donc il a été écarté du groupe, sauf qu'il est revenu dans le groupe, mais sous une fausse identité, donc il a réussi à revenir dans le groupe, sauf que la personne qui gérait le groupe, à un moment donné, a discuté avec une autre personne, cette personne qui était de bonne foi, qui disait oui, ce monsieur, apparemment il est en tôle, etc., mais il suit des cours pour se réinsérer, et tout le tralala, etc. Et la personne qui organisait les réunions, à un moment donné, dit à cette autre personne dit, voilà, tu vois, elle m'a même fourni son numéro, etc. Et à un moment donné, cette personne, donc l'organisatrice du forum, dit, fais-moi voir son numéro de téléphone. Et elle se rend compte que le numéro de téléphone de cette personne était en réalité le même numéro de téléphone que ce personnage, qu'elle appelle Rico pour ne pas tomber sous le coup d'une plainte pour diffamation, mais c'était clairement Cory Le Guen. Et Cory Le Guen, face à la façon dont il a été refoulé du groupe, a décidé de porter plainte pour discrimination. Sauf que cet imbécile, lorsqu'il a montré la plainte qu'il a déposée contre cette personne qui était organisatrice du groupe, cette personne a vu qu'il y avait un numéro de téléphone. Et ce même numéro de téléphone correspond à un autre numéro de téléphone qui avait été donné à une autre personne sous une autre identité. Donc là, en effet, on avait affaire à un gros mytho. C'est-à-dire quelqu'un qui s'invente une vie. Quelqu'un qui s'invente un univers, qui en réalité, je pense, est une personne qui a un gros problème de reconnaissance. Et je pense qu'il a fait cette plaisanterie, ce piège à Damien Rieu, tout simplement pour qu'on parle de lui. Tout simplement pour qu'il sorte de la lumière. Sauf que la façon dont il sort de la lumière, le problème c'est qu'il n'en a pas les épaules, il n'en a pas la carrure, et quand il croit que, avec son beau sourire et sa belle gueule d'ange, il peut embobiner tout le monde, en réalité il s'enfonce encore plus. Donc peut-être cette affaire, on va en entendre encore parler un petit peu, ça va s'agiter un peu sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, je vous dis sincèrement, c'est une affaire qui est très intéressante parce que elle fait réagir des gens, mais la façon dont ils réagissent sont tout à fait assimilables à ce genre d'individus. C'est-à-dire que dans leurs propos,
dans leur façon de tourner les phrases, dans leur façon d'expliquer les choses, dans leur façon d'essayer de soit de critiquer, de protéger, etc. On sent bien qu'en réalité ce sont des gens mais qui n'ont pas grandi, qui sont restés à l'âge bête, à l'âge adolescent, à l'âge où parfois on se croit plus intelligent que les autres, à l'âge où on croit tout savoir, tout connaître, qu'on a vu le monde, mais qu'en réalité, même des fois ce qu'on a vu, eh ben on n'en a pas appris grand-chose. On n'en a pas appris en maturité, on n'en a pas appris en objectivité, on n'en a pas appris en recul, on n'en a pas appris en libre arbitre. Et donc, pour terminer sur ce sujet, quand vous savez que ce type est pigiste pour Ouest France et pour 2 autres journaux locaux, je crois, en Bretagne, on n'est pas surpris parfois, dans certaines presses, même mainstream, de tomber sur des articles où, fatalement, à un moment donné, on se dit « mais il n'y a rien dans cet article ». Il n'y a qu'un journaliste qui a écrit un article en disant, en pensant, oui, parce qu'il y a des sources qui disent, ou il y a des experts, ou il y a des rapports, etc., mais sans jamais sourcer ces sources. Et je peux vous dire que ça, des articles comme ça, mais il y en a un paquet. Quand je dis déliquescence de l'État, mais c'est aussi déliquescence à tous les niveaux. Si vous voulez asservir un peuple, si vous voulez détruire l'État-nation, eh bien il faut provoquer la déliquescence à tous les niveaux, y compris dans la population, en abrutissant, en infantilisant, en déresponsabilisant. Et force est de constater que depuis une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, vu le niveau général qui ressort des écoles, eh ben non, c'est pas de la science-fiction. Et très rapidement, vous avez vu peut-être qu'aux États-Unis, on a eu cette affaire du 20 janvier, non pas 20 janvier, du 6 janvier 2023, assimilation, avec aussi ce qui s'est passé au Brésil. Je veux parler de ce qui s'est passé à la Chambre des représentants aux États-Unis. Comme vous le savez, nous avons eu le midterm au mois de novembre, midterm qui a été très compliqué, très difficile, mais qui finalement a fait ressortir une majorité faible à la Chambre des représentants au profit des républicains. Et de fait, la présidente, qu'on appelle le speaker, Nancy Pelosi, a été plus ou moins obligée de quitter son poste pour céder la place à une personne issue du Parti républicain. Donc il s'agit de McCarthy. Sauf que les républicains, enfin tout du moins les républicains modérés, croyaient que ça allait être finger in the nose. Sauf que ça n'a pas été finger in the nose. Premier vote, il n'atteint pas le quota nécessaire pour être élu. Deuxième vote, toujours pas de quota. Et tout d'un coup, chez les républicains, on se rend compte qu'il y a une fronde. Il y a une fronde de la part des républicains radicaux, majorité trumpistes. Et ces trumpistes, pour la plupart, vont tout simplement faire barrage à l'élection de McCarthy, ce qui a provoqué évidemment énormément de tensions au sein même du Parti républicain. On a même vu des démocrates venir voir des républicains pour essayer de leur dire « Attendez, quand même, vous rendez-vous compte de l'image qu'on est en train de donner aux Américains ?» C'est-à-dire qu'on est en train de donner une image d'une chambre complètement divisée. Divisée même déjà au sein de nos propres partis. Finalement, c'est au bout du 14e vote, je crois au bout du 2e ou 3e jour, que McCarthy s'est enfin satisfait d'avoir le quota pour pouvoir être élu. Mais, pour être élu, on le sait maintenant, il a dû faire des concessions. C'est-à-dire qu'il a passé un deal avec les républicains radicaux trumpistes, ultra-conservateurs, pour pouvoir être élu. On ne sait pas trop ce qu'ils ont négocié. Mais force est de constater que ce qu'ils ont négocié, c'est que ça risque de faire du sport sur certains sujets à la Chambre des représentants. Évidemment, la première chose qu'on pense, c'est évidemment l'Ukraine. C'est-à-dire, qu'on le sait, que les députés républicains, majoritairement, ne veulent plus envoyer autant de milliards, autant de matériel en Ukraine. Alors évidemment, chez les démocrates,
certains commencent à faire l'allusion que oui, c'est normal, les républicains, vu qu'ils sont aidés par les Russes pour faire élire Trump, et blablabla, et blablabla, et blablabla. La collusion, l'interventionnisme russe, les républicains, ils en ont le profit, etc. Ce qui est complètement idiot. Attention, quand je dis c'est idiot, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'interventionnisme. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Sauf que c'est tellement plus facile de focaliser l'opinion, l'attention, le focus sur une action provenant d'un pays, plutôt que d'admettre que ce pays ne fait que ce que tout le monde fait. Voilà. Donc il va y avoir du sport dans le sens où, encore une fois de plus, évidemment, dans 2 ans, on va revenir aux élections présidentielles, et à la fin de cette année 2023, évidemment, on va commencer à miser sur des candidats pour espérer, évidemment, soit pour les démocrates de garder le pouvoir, soit pour les républicains de récupérer la Maison-Blanche. À l'heure actuelle, chez les républicains, évidemment, je vous l'avais dit, hein, c'est DeSantis, le gouverneur actuel de Floride, qui est un des challengers en pole position, puisque Trump, de toute façon, s'est fait beaucoup trop d'ennemis chez les républicains, et que chez les républicains, il y a certains opportunistes qui ont trahi Donald Trump, même qui voudraient bien que Donald Trump reprenne le pouvoir au nom des républicains, mais Donald Trump, pour l'instant, s'oriente plus, est en train d'analyser, est en train d'étudier la question éventuellement de se présenter sous un parti indépendant. Sauf que le problème du parti indépendant pour Donald Trump, c'est que ça risquerait de révéler soit sa capacité à siphonner un électorat républicain, soit au contraire de se reposer sur un matelas d'électorat, mais qui serait excessivement trop faible pour lui permettre d'espérer passer le cap de l'élection présidentielle. Et que par conséquent, à terme, peut-être que ça le pousserait à vouloir essayer, comme il l'a fait en 2016, dans 2016, de rentrer dans la compétition pour la primaire républicaine. Et du côté des démocrates, bah oui, le plan c'était que Kamala Harris succède à Biden, sauf que Biden est tellement sénile que maintenant Biden voudrait se lancer pour un second mandat. Sauf qu'évidemment, au sein du Parti démocrate, certains soutiennent cette idée parce qu'ils veulent garder la Maison-Blanche, mais s'opposent à d'autres modérés, plus intelligents, qui disent « Mais attendez, on ne va pas remettre une deuxième couche de Biden aux Américains. Mais dans ce cas-là, on va tout perdre. » Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de les prendre pour des abrutis, les Américains. Même si on a un socle sur lequel on arrive à les manipuler et à les prendre pour des cons, se servir d'eux comme des idiots utiles, à un moment donné, on ne va pas en avoir assez pour maintenir le cap. Donc Kamala Harris, c'était l'option, éventuellement, de pouvoir succéder à Joe Biden. En plus, c'est une femme, en plus, c'est une métisse, donc elle cochait toutes les bonnes cases pour pouvoir s'assurer la succession de Biden. Sauf que malheureusement, avec le temps, Kamala Harris, elle est apparue quand même comme quelqu'un de très consensuel, de très complaisant, voire même, enfin complaisante, pardon, pour vraiment réussir à faire le taf. Donc advienne que pourra, je vous tiendrai évidemment au courant des événements et je vous dirai dans quoi il en retourne avec ce phénomène. Revenons en France, je ne vais pas revenir sur l'affaire des retraites jusqu'à 64 ans, 65 ans, puisque de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord que si le débat commence à être un petit peu trop houleux à l'Assemblée nationale, on s'attend à ce que Emmanuel Borne sorte le 49.3. Donc là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Sauf que le problème, c'est qu'on se rend compte que dans le projet de loi, il y a quand même certains députés qui ont l'audace d'essayer d'alerter, d'essayer de sensibiliser l'opinion, qu'il y a des lacunes, qu'il y a des flous. Alors de temps en temps, Borne, elle rajoute des amendements, elle ajoute certains éléments, parce que justement, un tel a soulevé la question que, oui, mais par rapport à la pénibilité de certains métiers, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on considère être un métier de la pénibilité, etc. Et vous avez même entendu des gens vous dire, oui, mais vous savez, il y a des métiers, c'est vrai, physiques, mais aujourd'hui, un ouvrier peut utiliser un exosquelette. On a même entendu, oui, vous savez, un carrelé, aujourd'hui, il a des genouillères, hein, donc c'est moins pénible.
Alors oui, on est d'accord qu'il y a des technologies qui existent pour soulager la peine, pour soulager le physique des tâches ouvrières. Sauf que c'est du matériel qui est hors de prix et que toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'investir dans de tels matériels. Et en plus de ça, c'est du matériel qui est coûteux à l'entretien, à la maintenance, si tant est que vous ayez un ensemble d'employés qui soit précautionneux. Quand je dis cela, je pense que certains d'entre vous savent de quoi je veux parler. C'est que toujours dans une masse ou dans une équipe ou dans un ensemble de salariés ou d'employés, vous avez toujours des gens qui sont indécrottables. Alors ils ne le font pas exprès ou alors ils n'en ont rien à foutre. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là coûtent de l'argent parce qu'ils ne font pas attention au matériel, parce qu'ils ne sont pas précautionneux du matériel, ou parfois même parce qu'ils perdent le matériel. Et bien malheureusement, qui paye à la fin? C'est l'entreprise. Parce que l'entreprise est obligée de payer pour réparer, est obligée de payer pour remplacer. Sauf qu'à un moment donné, au niveau budget, surtout si vous êtes une entreprise cotée en bourse, les actionnaires, commencent à dire, attendez, mais pourquoi? Non, il y aura de question de mettre des budgets, augmenter des budgets de maintenance, d'entretien, ou de rachat de matériel, etc. Les budgets, non, au contraire, ce qu'on veut, c'est que vous réduisiez les budgets. Donc c'est pour ça que il y a, oui, des outils, il y a du matériel, etc., qui existent pour faciliter le travail des travailleurs, qui plus est, le travail rude, physique, mais non. Donc tout ça pour dire que, de toute façon, c'est un des outils de plus qui consiste à démolir le modèle social français. Même si, encore une fois, on peut très bien aménager des réformes pour pousser l'âge de la retraite dans certains secteurs d'activité. Sauf qu'évidemment, si vous dites à un bureaucrate, si vous dites à une secrétaire, si vous dites à un cadre, toi il va falloir que tu bosses jusqu'à 65 ans, pour permettre de payer et de financer les retraites de ceux qui ont des métiers pénibles et qu'on va être obligé de les arrêter à 55 ans, voire 50 ans. Je ne parle même pas des régimes spéciaux, de la fonction publique. Parce qu'évidemment, là aussi, on se souvient de cette histoire de la prime charbon. Vous connaissez cette histoire de la prime charbon à la SNCF? Que les conducteurs de train, les cheminots, comme on les appelle, bénéficiaient d'une prime qu'on appelait, je crois, la prime charbon. Or, il n'existe plus aujourd'hui de motrices qui fonctionnent au charbon, c'est-à-dire des machines à vapeur. C'est soit des diesels ou des électriques. Donc à un moment donné, il a fallu faire une réforme en disant mais cette prime n'a plus lieu d'être. Ah oui, mais les anciens la touchent, et parce qu'eux, ils ont connu machin, alors, donc c'est normal que dans l'équité, l'équilibre, nous aussi on la touche. Mais non. Vous savez ce qu'ils ont fait, les syndicats? Ils ont fait pression, et ils ont réussi à obtenir une prime qui remplace la prime charbon. C'est la fonction publique. Attention, je ne tape pas sur la fonction publique. Je dis simplement c'est qu'il y a des réformes à faire, sauf qu'il faut faire des réformes intelligentes, et à un moment donné, c'est avoir le courage de prendre des décisions et de mettre le poing sur la table, dans l'intérêt de toutes les parties, aussi bien des fonctionnaires que des usagers, c'est-à-dire vous qui êtes le contribuable, vous qui payez avec vos impôts cette même fonction publique. Mais là encore, c'est un sujet tellement vaste. Et je vais terminer avec Pantene. Oui, Pantene, oui, vous savez, ce maire de Pantin, qui a décidé cette année pour célébrer l'inclusion, alors pas de changer littéralement les panneaux, etc., mais juste de faire une campagne où Pantin deviendrait Pantene. Là encore, je vous disais, déliquescence du système, déliquescence de positions, de statuts qui sont censés normalement être où on est censé élire des gens capables, matures, intelligents. Mais on élit des gens qui ne sont qu'en fait des représentants idéologiques. Et on élit des gens qui sont à côté de la plaque, dans l'intérêt commun, de s'atteler à des vrais sujets. Mais non, je suis là pour faire de l'idéologie. Donc j'ai décidé cette année de financer un budget pour appeler Pantene, pour faire de l'inclusion. Tout comme ce maire d'ailleurs de Callac. Vous vous souvenez, ce maire qui a voulu organiser l'accueil de migrants.
il a été tellement confronté à des manifestations qui ont commencé à devenir de plus en plus importantes, et que des élus du conseil municipal ont commencé à avoir des problèmes, eh bien le maire de Callac, qui s'appelle le Jean-Yves Coulant, je crois, ou Droulant, je ne sais plus, a décidé d'arrêter les frais. Ben oui, vous comprenez, parce qu'à force d'avoir une majorité, on le sent bien, hein, de citoyens de sa commune qui sont contre lui, il a quand même chaud aux fesses pour se faire réélire la prochaine fois. Donc du coup, le projet a été abandonné. Sauf qu'évidemment, ça, vous ne l'avez pas entendu parler ni sur TF1, LCI, BFM, RTL, Europe 1, France Info. Et je vais terminer par ce drame qui s'est produit à la gare du Nord, ou gare de Lyon, je crois. 3 blessés, dont un qui est en processus vital engagé. J'ai pu voir les images de surveillance vidéo de cette agression. Elle est très violente. Très, très violente. Alors évidemment, très tôt, tout de suite, il y a des gens qui ont commencé à dire « Oui, mais vous allez voir, hein, l'extrême droite, les fachos, ils vont commencer à remuer la queue parce que machin, etc. » Oui, manque de bol. Manque de bol, c'est un Libyen d'une 24 ans, je crois, qui était sous OQTF. Oh, merde. Alors tout de suite, évidemment, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Oui, bien sûr, pas d'amalgame, pas de problème. C'est pas le fait qu'il soit libyen, c'est pas le fait qu'il soit un réfugié ou un émigré, c'est le fait qu'il est en OQTF, c'est-à-dire que la France a officiellement a informé cet individu qu'il était sous le coup d'une procédure administrative, qui n'est pas une procédure juridique, judiciaire, c'est une procédure administrative. Mais qui, encore une fois de plus, de par son acte, alors apparemment il aurait crié Allah Akbar, remet encore plus de l'huile sur le feu concernant la considération par rapport aux étrangers, qui plus est migrants ou en situation irrégulière. Mais là où moi j'ai été choqué, c'est l'agression en effet très choquante, mais l'homme qui a été le plus victime des attaques de ce monsieur, cette personne en fait ne se défend pas, quasiment pas. C'est-à-dire qu'il n'essaie même pas de se battre pour sauver sa vie. C'est-à-dire qu'il essaie d'empêcher l'homme de le poignarder, mais il ne se relève pas, il n'essaie pas de donner des coups, il n'essaie pas avec ses pieds de taper dans la personne. Il est complètement émasculé de tout instinct de survie. C'est effrayant. C'est effrayant parce que ça confirme bien que dans la société aujourd'hui, on a fabriqué des gens qui sont complètement émasculés. Émasculés à un point qu'ils ne sont même plus capables de se défendre pour sauver leur propre vie. C'est grave. C'est grave parce que malheureusement, le jour où il y a un conflit, le jour où il y a une guerre civile, ces gens-là, c'est soit ils réussissent à trouver le moyen de fuir pour s'éloigner de toute forme de conflit, soit c'est les premiers qui vont mourir. Mourir, comme je vous dis, parce que, ah oui, c'est des gens qui vont les manifester, c'est des gens qui manifestent, c'est des gens qui ont des idées, c'est même les mêmes qui vont insulter sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle, c'est des sacrifiés, d'office. Des gens qui sont incapables, à un moment donné, de prendre leur courage à deux mains pour défendre leur cause, leur vie. Et je peux vous garantir, des gens comme ça, vous en avez un sacré paquet. C'est pour ça que le jour où va y avoir une guerre civile, le jour où même il y aura une guerre civilisationnelle, on a intérêt à être hyper bien armé, pas armé dans le sens d'avoir des armes, mais armé psychologiquement, physiologiquement. Parce que tous ces fragiles du haut, qui s'autoproclament petits soldats idéologiques, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les dramas qui ont lieu dans le milieu des youtubeurs, des influenceurs, etc. Force est de constater que ce fameux déclin dont on parle, le déclin civilisationnel, ça en fait partie. Sauf que le jour où il y a des gens qui vont se prendre de courage,
qui vont en avoir tellement gros sur la patate qu'ils n'auront plus ni foi, ni loi à défendre ce qu'ils considèrent pour eux une valeur à défendre. Et la défendre par n'importe quel moyen. Eh bien, c'est ces gens-là qui, à mon avis, roulent dessus. Nous espérons que ça n'arrivera jamais. Quoique, tout est fait pour pousser à ce que ça arrive. Parce que, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, le plan, c'est de mettre le chaos. Le plan, c'est de mettre le chaos dans la société française. Le plan, c'est de pousser les gens, les communautés, les ethnies, les religieux à se taper dessus, à s'entretuer. Parce qu'ainsi, ça donnera la légitimité à l'État, tout simplement de sévir. Et sévir par quoi? Par un état d'urgence. Et un état d'urgence, comme ce qu'on a connu avec le terrorisme islamique et la pandémie, qui suspendra de façon temporaire un certain nombre de libertés, un certain nombre de droits. Qui plus est, se coordonner avec ce qui se met en place en matière d'identité digitale. Et on va en reparler très prochainement, puisque comme vous le savez peut-être, va avoir lieu très prochainement le Forum économique mondial, ce que l'on appelle en français le plus communément le Forum de Davos. Et je peux vous dire que la liste des invités est très longue. Mais d'ici là, portez-vous bien, soyez alertes, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.